Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, avec l'équipe, nous recevons Xavier, alias Neg J. Merci d'être là. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Si je t'ai convié plus sérieusement aujourd'hui ici, mon cher Xavier, c'est pour que tu m'en dises plus sur ce monde que tu traverses tous les jours depuis des années maintenant, le monde de la musique. Ici, c'est beaucoup entrepreneuriat, c'est beaucoup business, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre ces deux mondes. La torpeur, la résilience, la récurrence, l'investissement, qu'il soit temporel ou financier. Je veux que tu nous parles de ça aujourd'hui. Est-ce qu'on ne commencerait pas par une petite présentation pour donner un petit peu de cadre à tout ça? Oui, bien sûr. Comme il a dit, mon vrai prénom, Xavier, nom d'artiste, Neg J. Alors officiellement, on est dans la musique depuis 2020, juste avant le premier confinement, juste avant... cette époque bénie du Covid. Et, mais officieusement, je chante depuis que j'ai 7 ans. 7, 8 ans, ouais. Ah, mais je savais pas que c'était si vieux que ça. Ouais, mais même moi, je me suis fait genre une... Rétro? Ouais, une rétro, en mode, putain, ça fait combien de temps Ouais, 7, 8 ans, CE2. CE2 comme ça, CE2. Tu l'as lâché. Ok. CE2. Ça a commencé comment? C'est-à-dire, on va voir, je m'en souviendrai, on va voir avec ma mère un film au cinéma, Les choristes. Ok, wow, ok. Et en fait, après, on est entier. Ça veut dire que la musique n'a jamais été très très loin du foyer. J'imagine. Ouais, avec un père bon vivant, donc on poussait toujours la chansonnette dans les réunions de famille. Mais on va voir les choristes. Et les mélodies, frère, les mélodies qui m'ont plu, etc. Et il y avait toute cette hype, je sais pas si tu te souviens à l'époque, toute cette hype autour des choristes, ils passaient partout, chez les enfoirés, il y avait toujours des émissions où ils faisaient venir les gars, le film a marché de fou, et ça a dû monter à la tête de ma maîtresse, elle a dit, tu vois, on va faire une chorale. Ok. On a fait une chorale, on a fait une comédie musicale, Les Misérables, qu'on a joué au théâtre de Suresnes, parce que moi je suis suresnois de base. Ok. Et ça a commencé comme ça. Et CM2, ma mère m'a inscrit à la chorale, la maîtrise des Hauts-de-Seine. Voilà. Ah, tu as vraiment commencé par une chorale? Chorale, ouais. On chantait en allemand, stylé. En latin, Mozart et tout. Tu sais que ça a toujours été un rêve secret chelou chez moi, ça, de participer à une chorale. J'ai un vrai délire avec ça. Vas-y. Il y a des chorales gospel, etc. Ça te prend une fois par semaine. Ouais. Tu vas faire des répètes, c'est génial. Putain, il y a une ambiance. Hein. Il y a une ambiance de ouf. Avec le gospel, il y a un délire. Après, le gospel, c'est encore un autre délire. Nous, on a commencé vraiment sur du chant grégorien, tu vois, les vrais trucs, église catholique. J'ai fait ça. J'ai fait ça pendant un petit moment. C'est là où j'ai fait mes armes. Passer audition et tout. C'est après, avec le recul, tu te dis, mais j'ai fait des trucs de ouf. À l'époque, ta mère te dit, viens, on va chanter. Tu dis, ouais, vas-y. On te met dans un amphithéâtre, il y a plusieurs personnes, on te fait passer, tu chantes. Un truc que peut-être que j'aurais eu peur de faire là maintenant, connaissant les enjeux. À l'époque, j'y vais, je fais de mon mieux, je reprends, je vais à l'école comme tous les enfants. Okay. Et puis l'après-midi, tu vas dans un collège qui était le collège Henri Sellier. Tu vas au collège, tu prends des cours de chant. C'est où ça? Suresnes, toujours. Hein. Toujours à Suresnes. Ok, t'as vécu à Suresnes avant. Ouais, Suresnes. Okay. Et genre... on prend des cours de respiration, d'articulation, des trucs comme ça. Ça t'a appris beaucoup? Ouais, ça m'a formé. Le solfège aussi, on avait des cours de solfège et tout, ça m'a formé de fou. Toi, t'as vécu en fait, hein? Mais j'ai vécu un peu, hein. Pas mentir. Hein. Je pensais pas que c'était aussi complexe. Je parle pas beaucoup de cette époque-là, parce que même moi, j'ai un recul en mode c'est rien, tu vois. Okay. Et quand j'en parle, les gens sont toujours étonnés. Je dis, peut-être en fait, c'est quelque chose en fait. Mais des tournées carrément, mais t'avais quel âge pour faire des tournées? Je devais avoir, je sais pas, moi, 9, 10 ans. Beaucoup trop stylé, beaucoup trop stylé. C'est marrant que tu me parles des choristes. C'est un film que je pense que je l'ai vu 10 fois. Je pense que t'as pas l'info, même si tu sais que j'aime beaucoup la musique. Tout ce qui est musique classique, chant choral, bon, t'as compris, j'aime beaucoup. C'est la bande originale, je l'ai écoutée peut-être 50 fois. Incroyable. Je l'ai poncé. Vraiment, même les musiques que t'entends pas trop dans la bande annonce. C'est là, etc. C'est incroyable. Poncé. La bande originale, elle est incroyable. Elle est incroyable. Il s'est passé un truc pendant ce film, donc c'est vraiment. Mais dernièrement, il le passait au cinéma, je suis parti le revoir. Je me suis refait là. Carrément. Ouais. Genre, ils avaient amélioré l'image. Alors, je sais pas, remasterisé, je sais pas comment. Remasterisé, c'est ça. Avec un grain un peu plus moderne, etc. Au cinéma. Ça m'a fait plaisir. Les sons et tout. Incroyable. Et je pense il me semble, donc là j'ai vérifié vite fait l'info, mais à la base ils viennent d'Anières, ces gens-là. Ah bon? C'est les petits choristes d'Anières qui s'appellent maintenant les Poppies. Et moi j'étais content parce que je viens d'Anières, comme tu sais, à la base. Agnières-sur-Seine. Mais non. Ouais, donc il y avait encore un lien, tu vois. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup? Enfin, c'est quoi la suite de l'histoire du coup après ça?
Au niveau du chant, parce que là on est loin là déjà. Ouais, on est très loin. Au niveau du chant, j'ai fait quelques années, j'ai fait peut-être 2-3 ans après avec eux, puis après tu passes au collège. Donc on était dans un autre collège, j'étais pas à Henri-Célé, j'étais dans un autre collège à Suresnes. Et puis j'ai déménagé en Martinique. Et j'ai terminé ma scolarité en Martinique. Donc la fin de ma préadolescence et mon adolescence s'est fait à 8000 km. Donc en Martinique c'est pas forcément alléluia. Pas la même vie. Ouais non, on n'est pas sur les chants grégoriens là, on est pas la même vie du tout. Donc non, je suis parti et puis j'ai transposé, ça veut dire que je suis passé à j'écris mes petits trucs de mon côté où je réécris les chansons, les paroles des chansons que j'aime bien, et puis tu commences à écrire tes petits poèmes, tes petits trucs. Il n'y avait pas encore les type beats, on est en quoi, en 2009, 2000 type beat. C'est quoi quand tu vas sur YouTube, tu marques, je sais pas moi, Neo, tu tapes Neo type beat, c'est en gros toutes les instrus du style Neo. Ah, dans le sens, ok. Type, le genre, type. Le type d'instru style Neo. Le type d'instru style Neo. Il n'y avait pas encore ça. Maintenant tu vas sur YouTube, tu tapes ça, tu en trouves plein des instrus. À l'époque, il fallait trouver des, je sais pas moi, des instrus, tu mettais rythme, enfin bref, j'étais rentré dans une phase très dancehall vu où j'habitais, tu vois. Ok. Et j'ai commencé à écrire des poèmes, t'essayes de voir si tu peux faire des rimes, t'essayes de voir maintenant si ça passe sur une instru, sur des trucs. Au fur et à mesure, tu grandis, tu lâches pas, et puis après le fameux Des Musiques. Ah oui, notre rencontre, donc Des Musiques, le collectif. Alors, je suis obligé d'en parler. Ouais, bah c'est tu me poses des questions, mais les gens savent pas que dans tout ce parcours-là, il y a notre rencontre qui date. Il y a longtemps maintenant. Oh là là, pratiquement 10 ans. Ouais, c'était un collectif alors Des Musiques. Un collectif, mais de base, Des Musiques. Je t'ai jamais dit comment je les ai rencontrés. Ah non, pas du tout. À la base, je reviens de Martinique. Je fais ma terminale, je reviens de Martinique. Et comment j'étais? J'ai fait une année de mise à niveau, je suis rentré en hôtellerie-restauration dans mes études, et la première année de BTS, je suivais un pote à moi qui faisait des clips. Il allait danser en tant que figure dans des clips. Ok. Moi j'ai toujours kiffé ça, je dis vas-y, c'était un de mes meilleurs potes qui est toujours là, Negji maintenant. Negji aussi. Nizi, non, Nizi, trop de i, trop de neng, mais Nizi, force à toi. Et je le suis. Et en le suivant, c'est c'est la première fois, disons, que j'étais face à des gens pros, tu vois, en mode des vraies caméras, un vrai set de tournage pour des clips, vraiment dans un milieu, pour le coup, qui est vraiment autre que la chorale dans une église, etc. Pas le même monde, ok. Exactement, donc tu vois les artistes de près, tu vois un peu la préparation des clips, tu vois un peu comment tout ça se passe. Ouais, je me confronte à ça avec mon pote, on commence à danser, on fait de la figure pour quelques... Tu dansais aussi ? Je dansais un peu, ouais. Ok, je savais pas. Et un jour, je rencontre des gens, il y en a un qui fête son anniversaire. Je vais à l'anniversaire et c'est là où je rencontre... je crois que j'ai oublié son blaze. C'est une fille ? Non, LK. LK, ouais. Ouais, c'est ça, LK. C'est pour te dire à quel point on se parle plus, enfin, on n'est pas fâchés, mais ça date, quoi. Il était à l'anniversaire d'un pote, un gars qui faisait des vidéos sur YouTube, Rikyu. Ok. On parle. Le Renoir japonais. Ouais, voilà. Qui faisait des. Alors bon, ça c'est vraiment une rêve d'ancien. C'est un mec avec des lunettes. Renoir, mais il faisait un truc spécifique. C'était un des premiers. Il faisait un des premiers, des micro-trottoirs. Ouais, micro-trottoirs un peu humour, non ? Un peu humour. Comment ça s'écrivait ? Rikyu ? Comment ? Ouais, Rikyu. Mais je crois à l'époque la chaîne YouTube c'était les Too Crazy. Je me souviens de leur vieux truc. C'est claqué comme concept. Moi j'aimais pas du tout. C'était les Too Crazy. Je me rappelle de ça. Too Crazy, nana de la folie. Ouais. Il criait comme ça de la. Rikyu Nyama, ouais, 340 000 abonnés. Ça, c'était une grosse scène à l'époque. Ouais. Les Too Crazy, bon, on pense ce qu'on en pense. Moi, ça me parlait pas trop. Ouais. Mais bien éclaté, ça. Hein. J'aimais pas du tout. Ah, moi, j'aimais pas du tout. De quoi, le concept ou le... Ah ouais, non, c'est micro-trottoir éclaté là où tu vas voir des gens. Ouais, des teubés. C'est un humour très spécial il a un humour spécial qui parle à certaines personnes. Moi, ça me parlait pas personnellement. Il est pas méchant, le gars. Non, très gentil, Rikyu. Je l'ai rencontré en plus plus tard. Ah ouais ? Ouais, on s'était croisés, t'étais avec lui, c'était Gabriel Perry à Agnières. Je suis venu te rencontrer pour je sais plus quoi, il était là. Et c'était un mec tout à fait normal, tout à fait cool. Mais ce que j'aimais pas, et j'aimais déjà pas à l'époque, c'était le concept. Personnage, ouais. Non, lui je m'en fous, juste le concept, les micro-trottoirs. Tu vois, là je suis sur la chaîne YouTube, combien coûtent tes habits ? C'est... Ouais, on s'en fout. Salut, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Eh ben moi j'ai un top de chez Ralph Lauren, 70 €. Oh là que des mythos. Oh, par pitié. Arrête. Non mais l'intérêt. Fatigue, frère. On s'en fout. L'intérêt, tu vois. On s'en fout. L'intérêt limité de fou, et puis rencontrer des prouveurs, tu vois. Comme dirait ma mère, du moment que t'es pas à poil, qu'est-ce qu'on c'est déjà pas mal, ouais. C'est de ouf. Ouais, mais et je rencontre là-bas. Et un jour, je sais plus,
pourquoi, qu'est-ce qu'on devait faire, et ils me disent ouais, rendez-vous à Saint-Lazare, où on est à côté, ouais, on est à Saint-Lazare, vas-y, passe. Et Saint-Lazare, pour rentrer chez moi, c'était pépère parce que j'étais revenu à Suresnes, et je passe à Saint-Lazare. Et il y avait le piano là, tu sais, tout le monde. Oui. Donc je jouais, j'avais commencé le piano, donc je jouais un peu piano et tout. On chante. Il y a LK, il y a une autre go qu'on n'a jamais revue. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo qui traîne à l'époque, mais je sais plus ce qu'elle est devenue. On avait pris une photo ce soir-là. Et bref. Et je rentre chez moi, je reçois un message d'LK. Ouais, tout, j'ai vachement kiffé la vibe. Je crois que ça s'est fait comme ça fait longtemps. J'ai pas tous les détails, mais un truc comme ça. Et on est rentré en contact, en mode ouais, je veux faire un collectif, tout ça. Et voilà. Et comme à l'époque. Ça part de là. Ok. Vous êtes combien au début là-dedans? Je savais pas que t'étais au début. Pour moi, t'avais rejoint et c'était déjà à 5, quoi. Il y avait LK, t'avais Zach. Et les deux, ils étaient en école de commerce. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ça, c'est la parenthèse. Ça, c'était la parenthèse. Mais voilà. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, du coup. Je sais pas comment tu les connais, mais c'est dans ce truc-là, quoi. Je sais plus exactement, mais je suis venu. Moi, mon premier souvenir, après on passera sur notre sujet, mais je suis venu à un genre de concours de chant. Le premier concours qu'on a fait. Voilà, je suis mis en avant, ouais. Ouais. Et je sais même plus pourquoi je suis venu là, mais je suis venu là et c'était cool. Et on s'est rencontrés. Il y avait un peu tout le monde ce jour-là. Ok, donc c'est comme ça que toi t'as démarré. Après t'as pivoté. Et comment est né on va faire bref, mais comment Nekji est arrivé finalement vraiment solo? Parce qu'après t'as quitté ce collectif. Ouais, j'ai quitté ce collectif, parti vivre à Londres. Ouais, c'est là qu'on va rentrer dans le business quand même. Comment est né Nekji? Il y avait peut-être déjà le nom. Non, à l'époque je m'appelais Mess. Je sais pas si tu te rappelles. Si, Messi Mess, c'est bon. Mess. Ouais. Mess, parce que je faisais un peu de tout, donc c'était un vrai Mess, un vrai. Pour ceux qui parlent pas anglais, un vrai bordel. Un vrai bordel. T'avais qualifié le truc, quoi. Ouais, déjà. Ok. Non, Nekji, il naît pendant ses années à Londres. Hein. Ouais. Il naît clairement pendant ses années à Londres. À l'époque, j'étais speaker en soirée. On organisait des soirées afro-caribéennes pour la diaspora, du coup, francophone. Et ça vient d'une moquerie. Le surnom vient d'une moquerie de mes années lycée. Ok. Alors pour ceux qui ne savent pas, nègre en créole ça veut dire nègre et J pour jaune, donc nègre jaune, négro jaune. Donc Nekji, quoi. Ouais, c'est un surnom qu'on me donnait parce que comme je suis clair de peau, c'est une personne qui m'aimait pas des masses. Donc ok, bon. Ouais, je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler, etc. Donc elle allait sur mon Snap et le lendemain en classe elle disait vous avez vu ce qu'il a fait ce négro jaune Ah ouais. Et j'ai récupéré, je dis nègre, J. Et c'est né comme ça. Il y avait de l'ambiance. Ouais, de l'ambiance, c'est marrant. C'était marrant apparemment pour eux. Et j'en ai fait une force. J'ai dit, ouais, je sais pas comment m'appeler, qu'est-ce qui me qualifie le mieux, je suis clair de peau, J, jaune c'est ma couleur préférée en plus, vas-y. Ça marche, c'est connecté. Ça marche. Ok, donc Londres, ensuite t'as fait... À Londres, il y a eu des anecdotes spécifiques, des moments... Non, Londres c'était compliqué, déjà financièrement pour vivre à Londres il fallait y aller, hein. Donc je bossais beaucoup, il y a eu quelques maquettes qui ont été faites, mais bon, c'est compliqué de chanter en français, d'arriver avec sa vibe, parce quand l'ingénieur il comprend pas ce que tu fais, l'anglophone il comprend pas ce que tu fais, le style que je faisais à l'époque était très caribéen, bon les caribéens c'est jamaïcain, c'est pas vraiment des caribéens francophones. Ils comprenaient pas le projet, le gars. Ils comprenaient pas trop où je voulais aller, le projet c'était compliqué de l'expliquer, donc ouais, non, c'était beaucoup de maquettes, beaucoup de trucs comme ça, et puis ça s'est vraiment défini quand je suis revenu en France, quoi. Donc vraiment, il t'est rien arrivé de spécial là-bas? T'as des choses à raconter ou pas du tout là-bas? Je suis speaker, hein. À part le fait des speakers, hein, mes premières vraies scènes en solo devant une centaine de personnes. Ah, ça t'a fait un truc? Ah, ça m'a fait déjà ma voix, ça l'abîmait un peu. D'hurler? Ouais. Ok. Donc ça, je pense que c'est un truc, si vous êtes chanteur, vous êtes speaker, parce que j'ai un ami qui fait ça en ce moment, vraiment doser, parce que j'ai vraiment vu l'avant et après. Ça a changé définitivement. Ouais, j'ai perdu dans mes aigus. Ouais, ça m'a abîmé la voix. Je savais pas que c'était possible ça. Pour moi, tu pouvais recover quoi. Après, si tu sais bien le faire, tant mieux. Mais moi, ça m'est tombé dessus, donc j'ai pas eu de méthode pour savoir bien porter sa voix sans l'abîmer, sans truc. Il y a des moyens de faire, tu vois. Je les ai pas eu, donc je me suis abîmé la voix comme un couillon. C'est la vie. J'ai dû me réadapter et faire avec ma voix actuelle, tu vois. Et c'est pas plus mal, tu vois. Ouais, c'est cool. Mais tes premières scènes, c'était là alors? Avec un peu de monde? En solo. En solo. Parce que ça doit faire bizarre au début. Hein. Ouais, c'était. Après, comme j'étais toujours un ambianceur, j'aimais bien ambiancer les gens dans les house parties, dans les trucs comme ça. Tu vois, le DJ Ali Twist, donc mon pote jamaïcain, il a vu que j'ambiançais bien en house party, il m'a dit tu sais quoi, vas-y monte sur scène, je suis en train de mixer, vas-y fais ce que t'as à faire comme t'as l'habitude de le faire. Et t'es monté comme ça? Je suis monté. J'ai fait. L'organisatrice qui était ma pote, elle m'a vu, elle a pété un câble en mode qu'est-ce que tu fais là? Ceux qui ont la venue, ceux qui ont l'endroit ne savent pas que, enfin t'es pas prévu quoi, si t'arrives un truc, c'est une dinguerie, tu vois. Et après tous les retours des gens, quand ils ont vu que
Ils avaient kiffé. Elle m'a mis hôte officiel et toutes les soirées avec le DJ Ali, parce qu'elle avait d'autres DJ aussi, avec Ali Twist. J'étais là en tant que hôte. Intéressant. Tu vois, ça, c'est les premiers. Pour moi, c'est un peu les bribes de la musique qui se confondent pas mal avec l'entrepreneuriat. Tu vois, le fait de se jeter, tenter les choses. C'est pas mal. Parce que mine de rien, la personne t'oblige à le faire. Tu peux dire non à ton pote. Tu peux dire ah non, ça m'a. J'étais pas prévu. Ouais, voilà. Donc tu peux rester assis ou à côté de lui. T'étais à côté de lui? Il était sur une scène, il était un peu plus. Ouais, tu peux rester là où t'es, on s'arrête. Mais là, tu décides quand même de. J'y vais. Faut oser. Devant 100 personnes, pas prévu, soirée, à froid comme ça, brut. Brut. C'est parti. Très entrepreneurial ça, de se lancer et de tenter des choses. Et très alcoolisé, je devais avoir pas mal de verres de rhum aussi. Ah ouais? Très alcoolisé aussi, bon. J'ai jamais pensé à ça, tu sais, lancer des business bourrés, voir comment ça finit. Je pense que dans mon je sais pas, chez moi, ça m'a aidé à avoir un peu plus confiance. Ou juste être fou et dire, c'est quoi, vas-y. Il me demande de faire un truc que je sais faire. Pourquoi je le ferais? Ouais, tu vas. Ok. Donc tu fais ça. Ensuite, tu reviens en France. 2019. Et est-ce que tu. Septembre 2019. En septembre 2019, est-ce que c'est là que tu te dis, je veux vivre de ça, c'est sûr? C'est à quel moment le switch? Non, du tout. Quand j'arrive en septembre 2019, je voulais arrêter la musique. Ah, d'accord. Rien à voir. Des galères, des maquettes qui n'aboutissent pas, je sais pas où aller, j'arrête. Tout en fonds propres ou ça te coûte rien? Quasiment. Non, ça me coûte rien. À l'heure où c'était que des systèmes débrouillards. Okay. Des systèmes D. Je me suis retrouvé à enregistrer à Londres dans des salons de tontons nigériens. Ouais, je te jure, des trucs gratuits. Viens, vas-y, il a un micro et tout. Tu te trouves, t'as le daron sur le canapé, bide à l'air, t'es en train de manger du jollof rice. Wow. Ouais. Et t'enregistres devant un mec comme ça? Ouais, j'enregistre. C'est gratuit. Improbable. Mais tu te dis sur le coup, ouais, c'est génial, c'est gratuit. Mais quand t'as le résultat après, tu te dis, peut-être que j'aurais dû payer, j'aurais eu au moins un minimum de qualité. Oui, mais t'as eu quelque chose au moins, t'as eu un fruit. Ouais, j'ai eu quelque chose, peut-être de l'expérience. Ouais. C'est jamais inutile. C'est jamais inutile. Comme on dit, tu le fais, c'est soit une leçon, soit une bonne histoire. Même mood. Soit tu vas réfléchir après là-dessus et faire en sorte que ça ne revienne pas, soit tu vas rigoler dessus. Donc dans tous les cas, je n'ai pas perdu mon temps. Et toi, jamais je le referai, tu vois. Ouais. Je pourrais dire, je me suis retrouvé dans un salon nigérien, un tonton torse nu, tu vois, la famille, la grand-mère qui passe, mange du jollof rice, ça parle anglais avec le grand accent du Niger. C'est marrant, moi, ça me fait rire maintenant. C'est improbable. Mais ouais. Tu vois, ça par exemple, même mood que le business. Genre, nous, on a des méthodes qui s'appellent le bootstrap, où tu te lances comme si tu n'avais que 5 € devant toi. Donc tout à l'arrache, tout en système D. Bon, après, on en a déjà parlé, tu sais. Quand tu fais, t'as une idée, tu prends ton idée, tu la mets sur une page, tu prends un outil gratuit, tu prends des textes, c'est gratuit de les faire, encore plus maintenant avec ChatGPT. Tu vas sur Google, tu fais une pub, tu mets 10 € par jour, tout le monde les a jusqu'à preuve du contraire, ça va, et tu vois ce qui se passe, tu vois. Bootstrap, pas de oui, on travaille pendant 107 ans sur un produit, une idée, où on fait des tours de table extrêmement longs avec tous nos potes, au culot, on tente. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu prends ce qu'il y a, et on y va. T'avances. Ça, c'est bien. Bootstrap. Ouais, full bootstrap. Au lieu de réfléchir, dire oui, peut-être que le micro. Ah ouais, non. On n'est pas du tout dans ça. On n'est pas du tout dans alors c'est quel micro, est-ce qu'il y a une stratégie, quand est-ce qu'on sort. T'as un micro, j'ai un texte, il y a une instru, c'est parti mon pote. C'est beau ça. Tu vois, ça, typiquement ultra entrepreneurial. Tu sais qu'il y avait des moves un peu similaires. Intéressant. À quel moment tu re-switches du coup, ou tu switches pour te dire je veux en vivre? C'est même pas moi, c'est mon pote. Il m'a dit vas-y continue. Okay. Et c'est vraiment, je dirais, allez, fin 2020, début 2021, vraiment le Covid, je me suis dit ouais, il y a un truc à faire. Vraiment. J'avais déjà lâché 2-3 singles. Parce que mon pote qui apprend que je vais arrêter, lui, il kiffe ce que je fais. Il dit non, lâche pas. Il me présente à mon premier studio, on sort les premiers singles. Ouais. Et puis après, j'ai changé de studio, tout ça. Et en changeant de studio, je suis tombé sur quelqu'un qui me comprenait un peu mieux et qui était qui voyait où je voulais aller. Okay. Et puis je me suis dit, je suis bon, en fait. Je suis bon dans ce que je fais. Et je me vois pas faire autre chose. Donc là, ça a été le switch, là. Tu t'es dit, je veux vivre de ça. Ouais. Ok. Comment on fait pour vivre de la musique, alors, du coup? Qu'est-ce que t'engages? Comment ça s'articule, tout ça? Tu vois, une fois que t'as switché, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes. Ça a l'air, hein. Les insomnies. Putain. Non, en fait, après moi, je suis spécial. Déjà, j'ai dû, et je continue à faire ce travail-là de ne pas chercher la perfection. La musique, c'est très compliqué parce que tout le monde a son avis et tout le monde a une oreille différente. Ouais. Il faut partir, et c'est compliqué même pour les nouveaux qui veulent se lancer dans la musique. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Donc, n'essaye pas de plaire à tout le monde. Déjà, essaye de plaire à toi. Essaye toi
tu sois heureux, content de ce que tu fais. Et après, faire en sorte que ça puisse toucher un maximum de personnes. Les gens n'ont pas besoin de t'aimer, mais ils ont besoin, je pense, de comprendre ta vision et ta musicalité. C'est-à-dire, ok, il a fait ça parce qu'il aime si, c'est telle et telle influence. Je te demande pas de kiffer ma musique, je te demande pas de l'écouter tous les jours. Je te demande de prendre le temps d'écouter le travail qu'on a effectué. Parce que rien n'a été fait au hasard et on l'a pas bâclé. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que tu entends sur mes sons, ça a été réfléchi, ça a été travaillé. On a fait en sorte, et on peut encore se tromper parce qu'on s'améliore tous les jours, mais on a fait en sorte d'en faire ressortir le meilleur. Donc c'est la moindre des choses. Mais après, tu as le droit de ne pas aimer. C'est comme si on te demande t'aimes les pâtes carbonara, mais pourquoi t'aimes pas les pâtes bolognaises? Ça reste des pâtes. Ouais, cool. Ça reste juste une autre recette. T'aimes pas. Tu vois, injustifiable. Il y en a qui, même sur un certain style, ils vont kiffer le son, le single, et puis le single d'après, c'est un autre style, ça leur parle moins. Tu vois. Mais c'est le but du jeu. Être présent, sortir des choses. Je pense, et c'est là récemment, en fait, le but du jeu, c'est que les gens aiment le personnage. Même pour qui je suis, pour mes délires, pour ma personnalité. C'est vrai que tu as un branding différent depuis un certain temps, où tu te montres beaucoup. Ouais, parce que je trouve ça important de créer une fanbase, une vraie communauté. Ouais. Les followers, ça va, ça vient. Je peux te follow et une demi-heure après dire tu me saoules. Tu vois, c'est dommage que l'industrie se base uniquement ou principalement sur ça. Tu vois. Mais ce que je cherche vraiment à créer, c'est que même si j'en ai 50, que ce soit 50 qui me connaissent et qui me kiffent pour qui je suis. C'est pour ça que tu publies autant et que tu es présent et que tu amènes quelque chose. Après c'est parce que j'aime bien aussi, tu vois. Oui, il faut, de toute façon. Mais c'est ça le but du jeu, c'est-à-dire que la personne, elle vient de m'écouter, peu importe que je fasse de la R&B, du zouk, du compas, de la dancehall, qu'elle se dise je suis là pour Neji, pas parce qu'il a fait de la dancehall. Ouais, je vois. Peu importe ce que je fais, si t'aimes la personne, si t'aimes l'artiste, tu l'écouteras. Ok, je vois l'idée. La première fois, alors c'est pas forcément évident, mais donc t'as switché, ça y est, c'est ok, tu sais que tu veux en vivre. La première fois que tu fais une réal vraiment je sais que les clips pour toi c'est quand même hyper important, tu mets beaucoup de cœur pour faire ça. À quel moment tu fais ta première réal un peu sérieuse où tu te dis là il faut que je fasse l'effort de clipper tout ça, tu vois? Où vraiment je me suis dit, il faut que je le clippe. Ouais. Je crois que c'était Caribbean Girls. Ouais. Caribbean Girls, c'était au tournage de mon tout premier clip qu'on a tourné avec mon pote de Londres. Ok, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle. C'était bien, c'était un bon moment. Ouais, tout premier. Full bootstrap, J'étais là, j'ai vu. Bootstrap fort. Bootstrap de ouf, fort. 2-3 pièces dispo. Je savais pas où j'y allais, je savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. Deuxième, Mélancolie d'hiver avec Maxence. Ok. Tu pouvais plus être là, etc. T'étais occupé avec tes projets. Bien sûr. Maxence. Pareil, Bootstrap. Quelle soirée! On passe des bons moments en Bootstrap. Quelle soirée! Et là, on attaque justement le troisième où je commence à me mettre avec mon cousin qui a un peu plus de matériel, un peu plus qui est un peu plus, je vais pas dire sérieux, c'est pas le sujet, mais on voit qu'on a augmenté en termes de qualité, de dispositifs, de matos. C'est plus pro, quoi. Ouais, un peu plus. Il est venu avec son stable, il avait des vraies lumières, des trucs, alors qu'avant c'était moi, mes lumières comme on pouvait, comme on truc, des lumières Amazon à 30 balles. Tu bootstrap. Ouais, bootstrap. C'est ça. Ouais, le son. Des bêtes de journée, bootstrap, mais quel moment! Mais moi c'était trop bien. Préféré parce que c'était le moment où j'étais insouciant. Je me prenais pas la tête. Ouais, de ouf. Je réfléchissais pas, est-ce que ça va plaire, pas plaire, est-ce que truc. Je dis vas-y, j'ai envie de le faire, je le fais. Et je rigolais. C'est peut-être ça que j'ai perdu, que j'essaye de récupérer, que je commence à récupérer ces temps-ci, tu vois. Mais avec Caribbean Girls, on part à Colmar pendant 2-3 jours et on tourne, et c'est là que j'ai senti que le son méritait un clip, et que avec ce clip là je montais en grade encore, j'augmentais la qualité et j'avais passé un step. Donc, ok. Là t'as senti qu'il y avait un truc. Ouais. Ok, pas mal. Le clip est passé sur B-Black, si je ne dis pas de bêtises, il est passé sur B-Black à la télé et tout, donc ça t'a fait quoi quand tu l'as vu? Alors, je ne l'ai pas vu, moi. Je ne suis jamais tombé sur le clip. On me l'a toujours envoyé. Ok. Mais me dire que je passe à la télé, première fois, ça fait un petit truc. Ça fait du bien. Ouais, ça fait un petit truc. Première radio aussi sympa, non? Alors, je pourrais pas te dire c'est quand ma première radio, parce que j'en avais fait avant. Ok. Que ce soit en appel téléphonique, que ce soit en visio sur Insta ou sur Facebook. J'en ai fait des radios. Je pourrais pas te dire la première, c'est laquelle. Bon, en tout cas, ça va, c'est à l'aise. T'es à l'aise sur cet exercice-là, facile? Ouais, mais c'est comme je te disais avant qu'on commence cette émission,
c'est un truc que je maîtrise, parler de moi. En théorie, on maîtrise à peu près tous. Après, je pense que tu me connais, j'aime parler, je suis pas quelqu'un de, tu vois, donc je parle de moi en plus, donc je maîtrise le sujet. Moi, je suis toujours détente en un. C'est la biographie, c'est easy. C'est easy. Bon, après, si t'arrives à segmenter, après, je trouve que ça a l'air facile, mais c'est comme tout, faut quand même réussir à mettre de la granularité dans sa vie. Ça, c'est pas forcément évident, tu vois. Il y a des gens qui auraient pu me dire, j'ai commencé la musique à 7 ans, c'était grave bien, et là, on a sorti un clip la semaine dernière. Voilà. Wow. Et ça arrive. Tu vois, là, j'ai pas du tout mis de grain, je t'ai résumé la vie. Une vraie fausse vie d'artiste en 2 phrases. Et ça, c'est trop chiant parce qu'après, tu dis t'as pas de matière, tu peux pas rebondir. Aïe. Et bienvenue, je vérifie, Black J. C'est trop bien. Avec un B. Avec un Black J, c'est bien ça ce que vous faites. Il y a un truc que j'aimerais bien. Enfin, il y a un sujet que j'aimerais bien développer rapidement. Vas-y. Ou pas d'ailleurs. Tu vois, dans le business, les gens, ils voient la finalité, ils voient l'argent souvent. Ils disent, ah ouais, t'as ça et ça. Ah ouais, trop bien, j'aimerais bien avoir la même chose. Ok ? J'ai l'impression, et je trouve, connaissant un peu le détail de la musique, que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils vont entendre une musique, la finalité, donc le morceau, 3 minutes, 4 minutes, et ils vont dire « Ah, j'aimerais bien avoir exactement la même chose ». Est-ce que tu peux nous expliquer le niveau de sacrifice et le niveau de détail qu'il faut pour avoir 3 minutes 30 d'un son terminé ? C'est terrible parce qu'en plus cette réponse-là elle est vraiment propre à chacun parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens en tant qu'artiste. Moi je suis un artiste indépendant et qui continue à se développer. Je ne suis pas encore ce qu'on pourrait appeler en place parce qu'il y a tout ce débat de qu'est-ce que percer, qu'est-ce que être en place en tant qu'artiste. Bien sûr. C'est encore un autre débat, mais c'est 3 minutes 30 ou 3 minutes 30, c'est que 3 minutes dans la vie d'un humain et des fois pour un artiste, je vais parler pour moi par rapport à moi. Ah oui, à perso. Ah non, parce que pour d'autres, ça prend moins de temps. Non, mais toi en perso. Moi en perso, 3 minutes que je te délivre là, des fois, c'est 4 mois de travail. Putain, tu te rends compte ? Des fois. Le concentré. Moi, j'ai vraiment une vision de dessin animé, tu sais, d'une énorme machine avec plein de tubes de verre, plein de liquides qui se mélangent, ça chauffe, etc. Et à la fin, quand ça a parcouru tout le truc, non mais une goutte. Le concentré, il y a de la fumée, ça a chauffé, ça a réduit. Et il te faut une fiole entière. Et pour être honnête avec toi, il y a des sons, que j'ai fait, c'est 3 minutes, etc. Mais c'est des textes qui ont 1 an, 2 ans, que t'as commencé, t'as stoppé, que tu reprends. Parce que t'es pas la même personne, tu reprends le texte, tu reprends certaines phrases, certains trucs, certaines idées, t'écris plus de la même manière. Parce que j'écris pas comme quand j'avais 18, comme j'avais 22, toi, la vie est passée par là, j'ai fait des rencontres, j'ai vécu des trucs. Si tu parles d'amour, j'ai vécu des relations à 22, là j'en ai 29 cette année, c'est pas le même, tu vois, c'est pas pareil. Je suis pas le même homme. Donc des fois ça peut prendre longtemps. Le temps de faire l'instru, des fois tu la trouves direct, des fois c'est toi qui l'as fait, moi je fais mes instrus, des fois les instrus il faut les faire, des fois ça prend plusieurs temps. Tu fais tout, l'architecte Pas tout le temps. Enfin t'as déjà tout fait. J'ai déjà tout fait, pas tout le temps parce que des fois ça a un coût et ça prend du temps, des fois t'as besoin d'aller un peu plus vite, mais moi il y a des instrus, des fois tu l'as fait en 2-3 fois, 2-3 séances, tu laisses un peu mijoter, tu fais d'autres trucs, tu reviens, tu dis ah ouais mais non, je bosse plus comme ça, non il faut ça. Tu réécoutes et tu trouves ça nul. Ah ouais. Pas nul, mais je peux faire mieux. Entre-temps, j'ai appris à faire mieux, donc je vais l'améliorer. Tu vois. C'est dur. Tu passes en studio, tu as 3-4 heures. Ça dépend si tu as déjà écrit avant. Si tu as déjà écrit avant le texte et que tu ne veux pas le toucher, tu le poses. En vérité, en 3 heures, tu es bien pour poser un son. 3 heures pour 3 minutes. Tu poses le son. Mais si tu l'écris au studio, là, toi, je t'ai parlé des séances studio là, que je me fais là, toute la nuit. La dernière fois, je suis venu chez le producteur à 15h. On a fait l'instru. On a écrit, je suis parti là, il était 22h. Le son était fini. On a écrit en studio, on a enregistré 22h, 15h, 22h. Le charbon de ouf, hein. Mais c'est le charbon. C'est pour ça. Et encore, on est en équipe. Des fois, tu peux travailler tout seul. T'en fiches, tu rends compte à personne. Mais ce que les gens oublient, c'est que des fois, c'est bien, c'est génial. Des fois, l'artiste, il a une équipe, les gars. Il n'est pas tout seul à écrire. Des fois, le producteur, le beatmaker s'y met. Ils vont en cabine faire des... Alors, ce que vous appelez des yaourts, ou certaines personnes connaissent le terme top line. Top line. Voilà, ils vont faire des gna-gna-gnon dans le studio pour avoir une idée de comment on va chanter, la mélodie. Et le beatmaker peut s'y mettre, le producteur, le choriste. Tout le monde peut faire des top lines. Pour le coup. Donne quand même des précisions sur top line un petit peu pour ceux qui savent pas ce que c'est. Tu rentres, il n'y a pas de parole. On a une instru et tu fais un yaourt, tu fais des gna-gna-gna, la. Voilà. Des fois, dans ta top line, tu peux caler 1 ou 2 mots
des mots qui vont rester après, tu vas écrire dessus. Ouais. Tu vois. Parce que ça, j'ai remarqué que les gens connaissaient pas en fait cette méthode en fait, tu sais, le coup des top lines. Ils ont l'impression que tu arrives et que tu crées une instru qui colle sur les paroles. Alors ça peut arriver. Il y a plusieurs process pour créer. Oui, tu peux commencer par l'instru, écrire après. Tu peux arriver avec un texte et caler une instru sur un texte qui est déjà écrit. Tu avais déjà une manière de le chanter, une top line, ou tu avais un type beat, tu l'as écrit sur une instru YouTube et tu veux refaire une instru. Donc ça peut se faire aussi. Il n'y a pas de méthode clé. Il y a plusieurs, tu vois, tous les chemins mènent à Rome. Tu peux filouter. Mais tu arrives quelque part. C'est rare que la personne arrive et tout soit déjà prêt. Ouais, des fois il faut faire des top lines. Okay. Tu fais des top lines, puis après tu écris, si c'est pas déjà fait, mais finalement s'il y a top line, c'est que t'as pas écrit. Tu fais des top lines, tu te bases sur la top line après pour écrire tes paroles. Tu vois. Donc tu peux rester des heures. Et des fois on n'est pas tout seul. Tu fais des passes et des passes. C'est incroyable le nombre de fois que tu passes en fait. C'est incroyable. Donc 3 minutes. Mais des fois, le boulot, il est incroyablement long. Énormément de travail. On dirait pas, hein. On dirait vraiment pas. Et un travail de groupe, quand il est tout seul, bon, t'es tout seul. Mais des fois, c'est la team, des fois, les bangers qu'on écoute, les hits, etc. Vous pensez que c'est... Je dis une bêtise, hein, je vise personne, hein, mais voilà, Dadju, ils vont croire que Dadju, il est encore assis avec son petit carnet en train d'écrire. Mais non. Ah, c'est intéressant. Explique un peu comment ça marche, les offs de ça, là. C'est-à-dire comment ça se passe en vrai. En vérité, ouais. Ces gars-là qui sont signés, en tant que beatmaker, ils reçoivent par mail des dossiers et des dossiers. Toi, Julien, t'es beatmaker. Ouais. Tu fais 10, 15 instrus. Tu mets dans un dossier, t'envoies au label. Le label, il écoute. Des fois avec l'artiste, des fois sans l'artiste. Il sélectionne. L'artiste dit ouais, moi j'aime bien celle-là. Il sélectionne. Sur 15, il peut en avoir une sur 15. Rien du tout. Ou même 0, ouais. Ouais, 0. Il y a Julien, mais il y a Edouard, il y a Matt, il y a tout qui reçoivent plein d'instruments. Donc que des instrumentales, il n'y a pas de paroles, il n'y a rien, c'est un gars qui s'est mis sur son logiciel. Tu peux, en tant que beatmaker, aussi vendre aussi une top line. Ok. Donc tu places sur ton instrument. Ouais, tu peux placer une top line pour la SACEM, donc comme ça tu sais que... c'est mâché, hein. Donc le mec reçoit l'instru avec dedans du exactement. Et après lui il met ses paroles. S'il veut, il peut prendre juste l'instru, il peut prendre l'instru et les top lines. Ou il peut rien prendre. Et le gars, des fois l'artiste il est même pas au courant, c'est-à-dire que des fois c'est d'autres personnes qui prennent des décisions pour lui, ses producteurs, j'en sais rien, son manager, il sait à peu près ce qu'il veut faire ou quoi qu'est-ce, peut-être ils ont une stratégie. J'ai une connerie, le prochain EP, on veut que ce soit de l'afrobeat. Ils vont récupérer tous les afrobeats. Ils savent que Dadju est chaud pour de l'afrobeat, on va faire de l'afrobeat de toutes les manières, qu'il soit chaud ou pas, c'est de l'afrobeat. On va dire écoute, tiens, ça. Ok, ça j'aime. Le book, des fois il s'assoit, il écrit, et il a une équipe de 4-5 personnes avec lui pour écrire avec lui. Les gens ne regardent jamais les crédits sur Spotify, mais des fois dans la partie interprète ou auteur, etc., t'as plusieurs noms. C'est ouf. T'as plusieurs noms. Les mecs ont industrialisé le délire en fait. Le gars il a plus le temps. Tu penses que, et c'est ça le truc, tu penses que le gars, entre ses tournées, les émissions de télé, les interviews, il a encore le temps de s'asseoir pour écrire des... Mais non. Peut-être qu'il le fait, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire ça tout le temps. Il a une équipe qui l'aide à trouver des trucs catchy, tu vois, des ghostwriters qui écrivent, des trucs catchy, des trucs qui rentrent dans la tête. À un moment donné, c'est stylé. Si t'as une famille, il faut que tu te reposes. Des fois, ils font des voyages, ils partent faire des concerts aux Antilles, en Afrique, ils font des tournées, Il n'a pas le temps d'être au studio. Des petites usines. Non, mais des usines. Mais Dadju, ou comme Taiki, ou comme beaucoup d'autres, c'est plus une personne, c'est une entreprise. Et ça, il faut le comprendre. Et lui, c'est une marque, en fait. C'est une marque. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que j'ai pris du temps, moi, à comprendre. Nekji, c'est pas moi. Nekji, à la limite, c'est nous. C'est moi et ma team. Et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Ouais, je suis le visage du truc. Ouais, bien sûr. C'est moi qu'on va voir et tout. Mais en vérité, dans le travail, je suis pas seul. Je suis plus seul. Et heureusement, j'ai envie de te dire que je suis plus seul. En termes de productivité, c'est incroyable. Hein. Tu vois, tu es un peu comme une boîte, finalement. Tu vois, mais je suis. Très business. C'est très business. Mais t'es une personne. Mais en même temps, t'es une entreprise, t'es une marque. La musique, ce n'est plus de l'art. C'est du business. C'est ça qui est ouf. C'est que beaucoup pensent que c'est de l'art encore. C'est plus artistique, c'est business. Et tant que t'as pas compris ça, c'est compliqué de faire de la musique qui fonctionne ou qui rapporte des sous. Ouais, parce qu'il y a une vraie... J'imagine que s'il y a ça, c'est qu'il y a une vraie analyse. On sait ce qui marche. Gars. Ah ouais. Il y a des vagues, hein. Il y a des vagues de style, il y a des vagues de trucs... comment dire, je sais pas si tu as suivi, à une époque, dans les années 2014 et tout, il y a eu une grande vague dancehall. Rihanna, Chris Brown, tous faisaient de la dancehall. Puis après, tu as une grande vague afro.
Tout le monde a fait de l'afro, même Beyoncé elle faisait de l'afro pour le truc du Roi Lion, etc. Tout c'était, il y a des vagues comme ça. Il y a des vagues. Bien avant, c'était la vague un peu électro. Usher faisait de l'électro un peu danse. Je me rappelle de ça. Chris Brown et tout. Il y a tous une. Avec des mélanges. Des artistes comme ça. Et Tiesto, par exemple. Il y a des gens vagues. qui se. Il y a des vagues. À l'heure actuelle, là, ce qui en France, ce qui a bien fonctionné, continue à bien fonctionner, c'est avant, c'était l'afro. Okay. C'était l'afro trap, etc. C'était très afro. Après, on a eu un truc très, comment on appelle ça, urban pop. Tu sais, ils appellent urban pop, ce qui est très zouk en fait. C'est quoi urban pop pour eux? En fait, c'est du zouk. C'est des reprises de zouk. Tu vois, Aya l'a fait, NASA l'a fait. Ça a été un peu pour moi, hein, je parle que pour moi, c'est comment moi j'analysais les trucs. Ça a été un échappatoire pour ceux qui faisaient de l'afro, tu vois. Ok. NASA, c'est le parfait exemple. NASA, il faisait que de l'afro, que du dombolo, que des trucs festifs où tu danses très afro, etc. Petit à petit, quand il a voulu changer, moi, je me souviens un jour, il avait sorti un son rap. Ouais. Parce que de base, lui, il faisait un peu de rap. Nati Poto, fais de l'afro. On veut danser. C'est mignon, hein. Fais de l'afro, s'il te plaît. Ah ouais. Il était bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans un bail un peu plus caribéen, un peu plus zouk. Il a sorti des sons un peu plus doux, un peu plus, tu vois, mélodieux, un peu plus truc. Ouais. Ils appelaient ça de l'urban pop, appelle ça comme ça. À chaque fois, il y a un nouveau nom. À chaque fois, il y a un nouveau nom. Mais ça reste des courants connus. Non, mais dernièrement, il y a eu une interview là, avec Balou qui a interviewé Tiakola. Il disait, les gars, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez tous été influencés par les influences caribéennes. Ah, l'interview de Sikeo, là. Ouais. Tu l'as vu? Non, mais c'est tourné chez un pote, c'est pour ça que je connais. J'essaye de l'avoir, je l'ai pas vu non plus, mais j'ai vu cet extrait-là où Balou, il confronte, il dit, mais les gars, c'est du zouk. Il a dit, ouais, c'est vrai, il faut qu'on rende grâce et tout. Mais on va pas l'appeler comme ça, quoi. Ouais, on va pas l'appeler comme ça, mais ça vend pas le zouk. Non, et ça c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi ça vend pas le zouk d'ailleurs? Ça, tu vois, c'est un truc que je comprends pas. Tu vois, par exemple, la cérémonie des flammes, là. Il y a un moment, il y a eu un passage de Fanny, ultra connu dans le monde du zouk. Elle lance son truc, ancré à ton port. Tout le monde connaît cette fucking musique. Tout le monde. Pourquoi c'est pas une superstar? Et tu vois, c'est un truc que je ne m'explique pas. Mais moi, je ponce le zouk, tu vois. En vérité, c'est encore un débat qui n'a pas encore trouvé vraiment de solution ou de réponse. Ouais. Fanny, c'est la Guyane en grand d'ailleurs. Et Fanny, pendant un moment, même en France hexagonale, je veux dire, on parlait de Fanny, tu vois. C'était pas seulement les médias caribéens qui parlaient de Fanny, c'est vrai. Ok. Comme à une époque où il y avait Admiralty qui faisait des feats avec Diams, etc. Tu vois. Ouais. T'as pas d'infos? Non, j'ai pas l'info. Quand je dis c'était notre époque, mystique, c'est que là, regarde, Kalash, il est toujours là. Ouais. Maureen, elle essaye de faire sa place, elle en a déjà fait sa place, elle est encore là. Ouais. T'en as d'autres, t'as Titov qui a fait quelques trucs aussi, t'en as qui essaye et qui continue Qui continue d'avancer, quoi. Ouais, j'allais dire qui continue le combat, entre guillemets, tu vois. Mais... Je sais pas s'il y a un combat, mais qui continue de push. Super, magnifique. Tu vois, on peut régler les problèmes techniques en live, tout est ok, tout va bien. Le problème du zouk, c'est que ça fait très... J'écoutais un truc qui disait qu'on était rentré dans une phase de doudoutisme. De doudoutisme? Ouais, doudoutisme. What is le doudoutisme? Genre dans les... Alors, peut-être que je risque de dire des bêtises, mais je te le dis comme ça sort, comme je l'ai compris. Vas-y. Dans les années 90-2000, tu avais ce phénomène de doudoutisme, ce qu'on appelait doudoutisme. C'est le truc de doudou sakamaché, tu vois, les grosses tantines habillées en madras, celle qui te vend des acras et du boudin à Leclerc avec sur du zouk, tu vois. Mais on a ce truc-là où... J'ai tellement la ref. Ouais, voilà. On a ce truc-là où on a un peu caricaturer et singer la musique caribéenne. Singer, pas parce qu'on est noir, mais singer dans le mode on nous rend bête, un peu bateau, un peu rigolo. Ou utilisé pour du fun, quoi. Avec Francky Vincent, la compagnie créole. C'est vrai que t'as raison, les restats de ce game-là, c'est... Tu vois, j'ai du mal à les appeler musiciens quand même. Tu vois comment il s'appelle, Carlos? Ah oui, dis-moi doudou, dis donc. Ouais, avec son grand truc plein de fruits, etc. Ouais. T'as ce côté très comique où on nous tourne en dérision, quoi. En dérision. Et c'est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé le doudoutisme, en mode la grosse doudou antillaise, plein de fruits avec l'accent et la tenue madras, ou le gars qui boit du tiponche qui te répète pas ni problème, sac à mâcher. Tu vois. Donc t'as ce truc là. Et à un moment, si on se rappelle bien, Kassav a fait Les Enfoirés, peut-être une fois, je crois. Une fois, ouais, au moins une fois. Ouais, Kassav est passé chez Ruquier.
Kassav, énorme groupe de zouk, on peut le dire. Hein. Ceux qui ont créé légendaire, qui ont créé ce style musical. Et même eux, tu vois, ils avaient du mal. Mais ils sont au minimum respectés, tu vois. Ils avaient du mal. Donc, c'est le groupe mythique, mais il n'y en a pas eu après, j'ai l'impression, juste pour cette parenthèse. Qui n'ont pas eu une influence aussi forte. Hein. Tu en as eu plein de groupes, mais qui ont pété au pays, tu vois. C'est ça le truc. Mais t'as ce truc là de toi t'as un zouker, t'as un homme à femme, toi t'es un petit sensible, toi t'as un petit, tu vois. Alors que le zouk c'est pas forcément que ça. Il y a des sons de zouk qui parlent pas d'amour. C'est le zouk love, c'est une variante spécialisée dans la chanson d'amour. Très spécifique. Ouais, voilà, très spécifique. Mais le zouk ça peut être très énergétique, il peut parler de plein de trucs, de la vie, etc. Ouais, comme après tous les courants musicaux, tu en fais ce que tu veux. Exactement. Mais t'as ce truc là de toi, tu fais du zouk, c'est rentré un peu péjoratif. Et c'est marrant parce que c'est ceux qui te disent ça qui vont crier des je t'aime sur un créaton port de Fanny ou incroyable, qui ont rencontré leur copine ou qui ont serré des go dans des après-midi, tu vois. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça, je te jure. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a la cérémonie des flammes. Donc, je sais pas comment vraiment qualifier cette cérémonie, mais du coup, c'est un genre de blague, énergie, un genre de Energy Music Award, mais version quoi, version rap. Ouais, urbaine, c'est ça. Version urbaine. Et dedans, ils ont fait passer Fanny avec un medley de musique très connu. Et pourtant, cette meuf-là est pas si connue alors que tout le monde connaît sa musique. Enfin, elle si, je pense. Mais en soi, le style musical. T'as bien le truc. Elle est pas si connue alors que sa musique là. Ouais, c'est incroyable. Les gens, ils ont failli mourir, je crois. Tu vois, elle a sorti plein de trucs après, Fanny. Oui. Mais se sont arrêtés à des titres des années 2000, tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est vieux, hein. Parce que quand tu regardes les jaquettes et tout, elle a pas du tout le même physique. Hein. C'est une autre personne. C'est comme Perle Lama à l'époque aussi, c'est la même chose. Tu connais pas? Si, justement, mais tu m'as rappelé le nom. Perle Lama. D'accord. On va pivoter un peu sur le côté investissement finance. Par rapport à... Ça coûte combien entre guillemets d'être un artiste pour toi? Pas forcément, pas obligé de donner tes prix ou autres, mais moi ça me dérange pas. Niveau d'invest, etc. À quoi ça ressemble en termes de temporalité? À quoi ça ressemble en termes de finances? Combien ça coûte, quoi? Moi, avec toi, j'ai toujours été transparent. Ouais. Là, il y a un EP qui va sortir, je suis à plus de 3000 balles. Défini, EP? Un EP, c'est ça, un EP. Non, mais défini pour un EP, gens, c'est un projet, c'est un petit album. On va dire un EP, c'est entre 1 et 7 sons. J'en ai fait 8, donc c'est déjà la limite. Les gens ne se rendent pas compte de ça, tu vois. Sortir 8 sons, 3 quarts. Oh là là, mon gars. Et encore, hein, j'ai... 3 quarts, 8 lignes sur Spotify. Tac, 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 tac. Ouais. C'est ouf quand même. 3 quarts. Les instrus, même si je les fais, tu vois, comme je suis pas musicien ou je suis pas beatmaker, je dois toujours être en coproduction avec quelqu'un qui le fait pour moi, même si les mélodies j'arrive avec, tu vois. Donc les instrus, tu les payes, tu les fais. Les heures au studio, tu les payes. Tu vois, et puis des fois tu fais, comme j'ai dit, moi c'est généralement 3 heures, j'arrive à boucler un son. Après des fois il y a des trucs qui vont pas, il y a beaucoup de facteurs humains. Des fois tu es fatigué, des fois tu as la voix cassée, donc tu reviens dessus, tu te dis je peux mieux faire, donc tu rajoutes 1 heure ou 2 heures pour rectifier, pour améliorer, pour truc. Tu as le mix, tu as le mastering, et encore une fois, je dirais pas que j'ai des tarifs préférentiels, mais je suis avec des potes, donc ils m'allument pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Moi, dans mon studio, mix et mastering, il les fait à 150 €. Donne-nous les étapes d'ailleurs, parce que moi, par exemple, je connais les détails parce que tu me les as donnés, mais avant, je savais pas que ça existait ça. Comment on fait pour transformer tes paroles et ton instru en ça y est, les 3 minutes 30 sont OK? C'est quoi les étapes? Alors, comme je dis, il y a des coups qui varient selon ce que tu as décidé de faire. OK. Tu arrives avec ton texte. Tu arrives avec ton texte en imaginant que tu l'as déjà écrit. Tu arrives avec ton texte. Tu prends une instru, soit l'instru tu l'as fait faire par un beatmaker, donc t'es à son prix, ça peut être 150 balles l'instru, ça peut être 200 balles l'instru. Si tu passes par un beatmaker, tu as l'exclusivité, c'est-à-dire que c'est ton instru, il n'y a que toi qui peux l'utiliser, c'est à toi. Okay. Si tu passes par un type beat, comme on a dit tout à l'heure sur YouTube, etc., tu achètes une licence, c'est-à-dire que là il y a différents prix. Plus tu payes, plus tu as d'exclusivité, moins tu payes. Ah, au sein du même achat. Au sein du même achat. Tu peux choisir des niveaux de licence. Ouais, c'est ça. Ah, intéressant. Ou même au niveau de la qualité. Il y a 2 façons de faire. C'est-à-dire que soit le gars il va te dire vas-y, tu payes plus cher et tu as le droit au wave et le piste par piste, toutes les pistes qui composent l'instru, ce qui fait que grâce à ça tu pourras faire des modifications. La source quoi un peu. Voilà, j'aime pas dans l'instru, j'aime pas le triangle, il y a la piste du triangle, vas-y, je la retire. Ok. Tu vois, donc le mec t'envoie son fichier source. Exactement. On appelle ça un piste par piste. Ou sinon tu peux avoir le truc le plus bateau, le MP3. Okay. Il le vend une fois ou il le vend en plein de fois?
Ils le vendent. Ah, après ça, je sais pas, j'avoue, je me suis jamais posé la question. Mais Parce que tu peux peut-être avoir ton instru qui se retrouve ailleurs, du coup. Ah, mais clairement. Donc il le vend plusieurs fois s'il veut. S'il veut. Ok. Sauf si tu prends peut-être la licence max. Non, mais ça c'est une façon de faire, c'est une façon à part. C'est-à-dire, je te fais payer en fonction de la qualité. Je pense que c'est de l'exclusivité à chaque fois, parce que des fois ils le mettent solde sur YouTube, comme quoi ça a été vendu. Ah, ok. Ouais. Par rapport à la qualité. Et des fois ils te le vendent par rapport, comme je te dis, à l'exclusivité. Tu vois. Évidemment, quand tu prends le truc moyen, donc tu as forcément MP3 et Wave à chaque fois, et après c'est juste en mode il est à toi, à personne d'autre, je veux à personne d'autre. Et après ça réduit, tu vois. Et ça coûte combien en tout cas dans ceux que toi d'habitude? Moi j'en prends plus, donc je pourrais même pas te dire les prix. Ce que tu as pu acheter, ça peut aller, je sais pas, à 100 balles pour un Wave MP3 classique, et pour exclusivité ça peut monter à 200-250 euros, tu vois. Ok, je pense qu'il y a largement plus. Oui, et puis je pense que tu peux faire appel à des beatmakers et aller bosser avec eux. Je trouve ça plus intéressant que de te retrouver avec un beatmaker américain. Si après ton son tu veux le poser à la SACEM, le gars doit signer, tu vois, ou il y a d'autres trucs à faire. Pour protéger le son, le gars signe jamais. Ça m'est déjà retrouvé avec des gars, ils me calculent pas, ils ont vendu leur instru, ils s'en foutent du reste, tu vois. Donc il y a des sons à moi qui sont pas protégés parce que. Au début des sons de rap, on entend, tu sais, les signatures là. Les tags. Ouais, les tags, Skane Wine, je sais pas quoi, etc. Tu peux travailler avec des mecs comme ça? C'est-à-dire? Est-ce que tu peux les contacter? T'entends le mec, c'est, je sais plus, Demna. Tu peux trouver son YouTube. Moi, j'ai jamais essayé de les contacter. Comme je t'ai dit, les gars, ils ont pas le temps. Par jour, des fois, ils te lâchent 4-5 instrus par jour. C'est une usine, hein, le gars. Il fait. Il bosse, il fait. Il a le temps de répondre à tous les gens qui me. Et il essaye de placer, apparemment, c'est ça le terme. C'est quand tu fais des instrus et que tu arrives à les mettre chez des rappeurs ou autres artistes, tu dis placer, quoi. Oui, c'est lui. Après, c'est lui qui veut le faire. C'est différent. C'est une démarche qui vient de lui. Si le gars veut placer, oui, il va te répondre, donc il va truc. Mais toi qui viens lui acheter une instru qu'il a fait en 2 secondes, il s'en fout de l'instru. Je veux juste générer des sous rapidement. D'accord. Fais une instru bateau. Des fois, les instrus sont pas si qualitatifs que ça. Elles sonnent bien, mais quand tu as un minimum d'expérience et c'est pas si ouf. C'est pas si ouf. Le gars, il se prend pas la tête. Il se fait une loupe. Il fait une instru sur 8 mesures, j'ai une connerie, 8 ou 4 mesures, il met tous les instruments et après il fait copier-coller. Et c'est bon, quoi. Il y en a qui se prennent pas la tête. Donc moi je dirais toujours je préfère soit travailler en organique, c'est-à-dire avec des vrais musiciens, tu fais venir un bassiste qui pose une vraie liste de basse, un truc organique, ou travailler avec des beatmakers où tu peux être assis à côté de lui, vous échanger. Je trouve ça plus humain. Il y en a plein en France. Après, je vais me prendre la tête avec les Américains. Il y en a plein en France. Après, là, moi, je te parle de français. Le Demna dont je te parle, c'est celui qui a fait l'instru de. Tu sais, je sais même pas si tu l'as écouté ce son-là, mais de La Fève, la Mauvais Payeur. C'est un truc qui avait fait un. Ah, dommage que j'ai pas tout ça de connecté, j'aurais pu faire écouter, mais peu importe. Ça a pas mal fonctionné et il lui a envoyé. Et en termes de rémunération, justement, je me suis posé la question. Il balance cet instru. Le gars explose, ça fait 50 millions de vues. C'est quoi la rémunération? Comment ça se passe? Parce que là, il a placé clairement, quoi. Mais s'il l'a placé, après, c'est la SACEM. Ah, c'est que SACEM? Bah oui, c'est que la SACEM. Après, je sais pas, les gars, ils ont leur contrat, ils ont leur truc. Ah ouais? Peut-être que le gars, tu le payes, après, tu dois l'inscrire. De toute façon, la SACEM, c'est pas une faveur, c'est une obligation. Si tu poses ton son à la SACEM, tu es obligé de déclarer que l'instru a été fait par telle personne qui doit signer. Tout le monde doit signer en ayant pris conscience des pourcentages du partage sur 100%. Et après, voilà, c'est protégé. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'au sein de la même musique, il y a plusieurs canaux de rémunération. C'est divisé en deux, la partie auteur et la partie compositeur. Donc lui, s'il fait l'instru, c'est le compositeur. C'est le compositeur. Bon, peut-être que je dis des conneries, mais je pense pas. Il y a aussi interprète, ou tu penses ou... Non, interprète, c'est autre chose. La SACEM s'occupe uniquement des auteurs. Ceux qui écrivent les textes. Les interprètes, c'est une autre société, j'ai oublié le nom, mais c'est une autre société qui prend ça en charge. Et je crois qu'elle prend également en charge les musiciens. Mais les interprètes, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as écrit le son, tu le fais que le chanter, c'est pas la SACEM. Et du coup, moi j'ai jamais vraiment compris comment ça marchait ça, mais la SACEM est chargée d'un peu d'écouter ce qui se passe, tu vois, parce que j'ai entendu, tu veux passer ça dans un endroit public, il faut payer la SACEM, etc. Est-ce que tu penses que c'est sous forme d'abonnement? Comment? Je sais pas du tout. C'est spécial, ça. Je ne peux pas te dire, mais je sais que techniquement elle est en charge de bosser pour les auteurs-compositeurs et de récupérer, d'aller voir en fait qui passe les sons à quel moment, et de récupérer cet argent-là pour le reverser, Comment ça se passe? Je pense que c'est des abonnements, un truc qu'il faut payer. Je pense aussi. Pas plus. Parce que tu peux pas être sur le dos du mec qui lance Spotify dans son restaurant. Ça s'existe pas, ça. Un mec de la SACEM qui sort du fond de ton truc avec Shazam. Ça, c'est du Nexji. C'est Nexji. Il repart en courant. Il a noté, vous avez passé 3 minutes 20 sur 3 minutes 50. Vous devez 82% du morceau. Impossible. Donc, ouais, 250 à peu près pour le truc.
Pour beat. l'instru, ouais. Ouais, pour l'instru. Donc, t'enchaînes avec ça. Tu passes en session. Donc, tu vas dans un studio. Exactement, la captation. Donc, tu t'enregistres tout simplement. Ok. Tu t'enregistres. Micro, cabine. Tout ça. Moi, dans mon studio, je suis à 25 de l'heure. Ok. C'est plutôt raisonnable. Il y a plus cher, il y a moins cher, mais attention à la qualité. 25 de l'heure, tu fais 3 heures, 3 à 4 heures, tu peux revenir dessus. Donc, peut-être pour un son, tu peux aller de 3 à 5 heures, je dirais. Au-delà, c'est que vraiment, tu cherches un truc. Poto, on sait pas ce que tu cherches. Mais. Je vois l'idée. Ouais, tu vois. Donc, ça. Et après, tu t'attaques le mixage. On commence à mettre les effets, l'autotune s'il n'avait pas déjà été réglé, on fait les échos, on joue sur ta voix pour que ça sonne bien, etc. On fait les levels pour pas que l'instru soit plus forte que ta voix, vice versa. Gros taf. Gros taf. C'est ça le mastering? Non, ça c'est le mixage. Oh putain. On mixe, une fois que c'est bien et tout. On mixe l'instru avec ta voix. Exactement. Pour que tout soit au même niveau. Exactement. Et on fait des effets pour ta voix. Il y a plein de trucs. C'est un vrai travail. Donc on améliore aussi ta voix. On améliore ma voix. Ok, donc c'est pas genre on met les deux en même temps, ça fait de la musique quoi. Non. On améliore ça. Il y a un travail à faire sur ta voix, il y a un travail à faire sur l'instru et il y a un travail à faire sur les deux. Tu vois. Ne serait-ce que quand tu entends des sons à droite, à gauche, ça c'est l'ingé qui place à droite, à gauche, c'est du mix. Mais ça c'est un travail d'orfèvre ça. Ouais. On est en heure de travail là? Ah ouais. Wow. Tu peux passer 4 heures sur un mix, hein. Facile. Donc tu te réécoutes 15 fois le même truc. Ah oui, clairement. Oh, quel enfer. Et j'ai déjà été là, c'est très chiant. Et si t'es chanceux, l'instru est déjà mixé par le beatmaker. Si tu l'es pas, tu dois aussi mixer. Je comprends pas la différence entre une instru mixée et une instru pas mixée. Une instru mixée, comment t'expliques? Genre le rendu il est différent? Ouais, il est différent, il est plus clean. Le gars il va faire des cuts, il va reprendre, il va faire des effets, les levels, le niveau sonore de certains instruments et tout vont être baissés. Il y a des trucs à faire. Après, je suis pas spécialiste. Oui, non, mais je me doute pour ça que. Mais ouais. Donc si c'est mixé, tant mieux. Si ça ne l'est pas, l'ingé son doit le mixer et il va le faire selon ses goûts. Chacun a son oreille, tu vois. Et c'est là où on va commencer les allers-retours. La version 1, il t'envoie, c'est pas bon, tu renvoies, tu dis ce qu'il faut améliorer. La version 2, tu renvoies. Le calvaire. Des fois, des sons, il y a 4 versions. Et puis il faut mettre ta voix dessus. Donc là aussi, il y a le mix global, j'imagine? Non, à chaque fois, c'est le mix global. À chaque fois, il t'envoie le mix global. Mais des fois, tu as 4 versions. J'ai déjà des sons, 4, 5 versions. Avant que ce soit la version. Ça change vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui change? Tu vas soulever pour un instrument? Il y a des mots qu'on va changer, il y a des mots qu'on va retirer, il y a des effets que j'aime pas. Des mots qu'on va retirer, tu vas modifier ton interprétation? Ouais, des mots qu'on va retirer. Il y a des mots, pas forcément. Des fois, c'est plus en fin de phrase ou des ambiances ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est pas dans une phrase un mot que je veux retirer, tu vois. Ouais. Donc, c'est des trucs comme ça, ouais. Ce son-là, moins d'effets, celui-là un peu plus à l'arrière, celui-là je le verrai plus à gauche et pas à droite ou au milieu dans les deux oreilles. Tu as des trucs comme ça. C'est précis, hein. Ouais. On dirait pas. Hein. On parle toujours d'une ligne sur Spotify là. C'est incroyable. C'est ouf, hein. Et après on va passer au mastering. Et mastering, ça aussi ça me dépasse. Je m'y connais pas super bien, mais de ce qu'on m'a expliqué, mastering ça va plus jouer sur les fréquences et sur la couleur du son. Généralement, tu sais, dans les séries de musique, on voit la grosse table avec tous les boutons, etc. La table de mastering, de ce qu'on m'a expliqué. Tu vois, donc là on va plus jouer dans des couleurs. Et même là, je pourrais pas te dire la différence dans les mastering. Parce que là, dernièrement, on m'a dit, ouais, cette couleur-là ou cette couleur-là. J'entendais la même chose. Et je lui ai jamais dit. Mais bleu clair. Ouais, c'est. On va dire bleu clair. Ouais, mais c'est toujours bleu clair. Mais moi, celui-là, ça sonnait mieux à mon oreille. Mais je sais que ça va jouer dans les fréquences et dans les trucs, tu vois. Et là, t'arrives encore sur un truc d'orfèvrerie de dingue. Ouais. Waouh. Bon, ok, donc là. Et là, ton son est fini. T'as posé, t'as fait ton instru, t'as écrit tes paroles, t'as posé, on a fait le mix, global, on a fait le mastering. Ça y est, on est bon? Après, il faut le distribuer. Qui fait l'upload sur Spotify? Le distributeur. D'accord. Ah, mais ça, je me rappelle de ça. Ouais, il y a un distributeur. Ouais, c'est même pas toi qui le fais. Non. Tu peux pas aller et dire bonjour, Nekji, je voudrais poser un son, s'il vous plaît. Non. Tu passes par un distributeur. Il y en a plein, DistroKid. Moi, je passe par TuneCore. Tu montes un dossier sur TuneCore, tu mets le son ou les sons si c'est un EP, la date de sortie, à quelle heure, quel pays visé. Bon, généralement, c'est global, mon petit. Tu sélectionnes toutes les plateformes sur lesquelles tu veux que ton son apparaisse. Okay. Tu mets la pochette. Une fois que tout est rempli, boum, t'envoies. Généralement, tu les payes. C'est un 10 balles, quelque chose comme ça. Ok, en combien de temps c'est dispo? Alors, c'est un 10 balles renouvelable tous les ans. Ça veut dire que si je... Bon exemple, mon premier single, Dimanche, je n'ai plus sur les réseaux parce qu'un jour, j'avais oublié de payer. D'accord. De retirer. Ok. Tu vois, donc c'est toutes les ans. C'est-à-dire tous les ans. Là, je sors le 15 novembre. Le 15 novembre de l'année prochaine, je vais payer pour que ça reste. Et en combien de temps c'est dispo une fois que tu as monté ton dossier? Ça sort tout de suite ou ça sort dans un mois? Non, ils te disent toujours que le temps qu'ils envoient aux plateformes, que ce soit accepté, le mieux c'est de faire 2 semaines avant la sortie du projet. Ok.
Après, tu peux le laisser tu peux choisir si c'est en caché, pas caché. Parce que comment tu fais, s'il y a une latence, comment tu synchronises avec ton jour de sortie? Tu vois, si tu sors ton truc le 22 septembre et que tu me dis qu'il te faut 2 semaines. Fais en sorte de le sortir bien avant le 22 septembre. Ça a l'air approximatif. Ouais. Le but d'une sortie, c'est que ça soit pas dispo avant, mais que ça soit dispo au bon moment. Non, ce sera dispo. Tu vas dire le jour de sortie, c'est tel jour. Ok, donc il y a la validation et tu peux dire je veux que ça sorte tant. Oui, ok, tu j'ai sors, capté. tu mets ton jour de sortie. Tu dis je veux que ça sorte tel jour à telle heure. Ils te disent ok. Mais poto, si tu le fais, ils te disent aussi d'accord, mais pour que ce soit bien, pour que tout ce soit disponible partout, qu'il n'y ait aucun souci, on demande à ce que ce soit 2 semaines avant. Parce qu'ils l'envoient aux plateformes. Les plateformes, ils le mettent quand ils le peuvent, tu vois. Ouais. Donc si tu fais ça 1 semaine ou 4 jours avant, faut pas s'étonner que le jour de la sortie, il y ait des soucis. Ah, ça toi de te débrouiller. Voilà, je comprends. tu vois. Donc c'est ça. Et là, t'as fini. Et je parle même pas de la promo qu'il y a à faire après derrière. Oh bah alors ça pareil, instant promo, dis-moi, qu'est-ce qui se passe alors? Là ton son est sorti, il est dispo. Le son il est sorti. Personne n'est au courant. Après j'espère pour toi que tu as fait un minimum sur les réseaux, tu vois, de promo avant, que tu as un teaser. Ouais, donc, c'est encore des frais d'ailleurs. Parce que là on est dans l'arc frais liés à ça. Donc là tu as dit que tu étais 3000 sur un EP. Est-ce que tu as inclus les vidéos? Non. Donc donc 3K, on a juste... Si, j'ai inclus un clip qu'on a tourné déjà en amont, mais... Ok. Et tu veux faire 8 ou tu fais que des sons spécifiques? Non. Alors généralement quand tu sors un EP que tu le fais écouter si tu as une attachée de presse qui t'aide à promouvoir le son. En plus il faut du monde autour de toi. Ouais, il faut du monde. Elle va dégager selon ses connaissances et ses contacts quel single dans l'EP est le plus fort et mérite qu'on le pousse un peu plus que les autres. Bien ce que je me disais qu'il y avait ça se sent à chaque fois, hein. Même donc, quand il faut se méfier, hein, parce que des fois c'est celui que tu penses qui marchera le moins bien et qui pète le plus. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé. Donc, et ouais, si t'es entouré, sinon tu le fais comme tu le sens, tu vois. Mais la pub, ouais, si t'as une attachée de presse, il faut la payer. Après, pareil, ça te dit oui, c'est tel son, il faut faire un clip, encore des coûts, donc clip, et encore du temps. Ouais, clip, tenue. En fait, tu payes toute ta prod à chaque fois. C'est-à-dire toute ta production. C'est-à-dire que par exemple, si tu dois tourner un clip, la prod, c'est à tes frais, c'est pareil. S'il faut venir des gens, tu te débrouilles. S'il faut payer des costumes, des choses. Je m'autoproduis, donc oui. Tu t'autoproduis. Donc la limite de mon budget, c'est mon salaire, entre guillemets, tu vois. Donc si on rentre pas dans les trucs de je fais un crédit, je fais un prêt ou quoi qu'est-ce. Ouais, si c'est moi et moi, c'est moi et moi. C'est-à-dire quand il y a plus, il y a plus. Donc tu es obligé d'attendre. Donc ouais, ça met une pression en mode si tu veux que les choses soient faites à temps et trucs, il faut faire des sacrifices. Il va falloir te saigner un peu plus. Ça demande une organisation, une vraie financière et temporelle. Ouais. T'es au four et au moulin. Oh là là, je suis au four, au moulin. À savoir si je suis pas blé aussi. T'es pas le blé même. Ouais, le blé même. Je suis tout. ça c'est typiquement business d'être partout au début, d'être multicasquette. Ah ouais, t'apprends sur le tas, tu fais des erreurs, t'apprends sur le tas. Et même des très fois, bon mindset. c'est pas parce que t'as une équipe, des fois que le travail est bien fait aussi. Donc tu vois, des fois tu fais confiance à des personnes. Et en plus, t'es chef de projet. Chef de projet. Ah ouais, si t'es inspecteur des travaux finis, parce que c'est vrai qu'il faut que ça te plaise. On reste quand même sur un domaine artistique. Il faut que ça respecte ma vision. Wow. Je reste le capitaine du bateau. Énorme. Ça veut dire que tu vas. Bien sûr, je prends les conseils. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi sur certains dossiers. Donc je vais écouter, mais je leur dirai que mon idée c'est ça. Comment on peut faire pour que ça fonctionne selon ton expérience et ce que tu connais du milieu et que ça respecte ma vision. Parce que tu vas me dire non. Je l'entends. Peut-être que je peux me tromper. Je l'entends, tu vas faire ton truc. Mais Alphine, ton truc, il me ressemble pas. Mais à la fin de la journée, c'est ma tête qu'on retiendra parce que c'est moi le produit entre guillemets convenu. Ouais, c'est toi la vitrine. Tu vois, donc c'est spé, hein, tu vois. C'est vraiment spé. Donc ouais, tu dois être à la fois matelot et capitaine du bateau. C'est ouf en vrai. Hein. C'est incroyable. Travaille dans la cale, après tu gères un petit peu le gouvernail. Est-ce qu'il y a un moment, maintenant qu'on sait à peu près combien ça coûte tout ça, tu vois, on a estimé, c'est pas mal, hein, donc 3K plus pour un EP. On peut même aller jusqu'à 4000, 4005, ça se fait quoi. Ça me paraît pas délirant par rapport. Sachant que le pen n'est pas encore sorti, hein. Donc j'ai pas encore calculé les frais pour la promo, pour tout ça. À quel moment on gagne de l'argent avec ça du coup? On n'est pas obligé d'en gagner, j'ai l'impression. Déjà on n'est pas obligé. C'est un pari. La musique, c'est un pari. Quand t'es en indé, c'est un pari. C'est-à-dire que c'est ouf. Quand je vois des gens qui ont du mal à se lancer, à dépenser 500 euros, 1000 euros pour prendre une formation, pour apprendre quelque chose de concret. Et quand j'entends ce genre de démonstration, je me dis attends, toi tu paries. Je parie sur moi, j'investis sur moi. T'investis sur toi, alors que finalement tu taffes, tu roules pas sur l'or. Non. T'es pas là avec 100 000 de côté. Non. Et de temps en temps tu t'amuses à mettre 3000 balles pour te tester. On n'est pas. Ça veut dire 3000, tu les gagnes à la main. À la sueur de mon front.
Et tu les poses. Et je les pose parce que je crois en moi, je crois en mon projet, etc. C'est beau ça, c'est une belle leçon. J'ai investi sur moi. J'ai investi clairement sur moi. Je me donne les moyens de. Et avec ça, ouais, ça fait beaucoup de sacrifices. Mais je pourrais pas dire que j'ai pas essayé, que je suis pas allé à fond. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ça ne marche pas, je pourrais pas avoir de regrets. Après, c'est la motivation et de la discipline. Ouais. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu te lances pas là-dedans si t'es pas motivé, et tu te lances pas là-dedans si t'as pas mis c'est plus que de la motivation là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ouais, tu sais pas. J'en gagne de l'argent avec la musique. J'en gagne de l'argent, pas assez pour pouvoir en vivre, mais suffisamment pour, on va dire, m'aider à financer la production. Ok. Déjà ça fait plaisir. Quand il y a un petit retour sur investissement, déjà ça régale. Il n'est pas énorme, mais un petit retour. Déjà c'est, en vérité, la musique pour gagner des vrais sous. C'est pas les streams, c'est pas YouTube. Attends, on va y venir, c'est le sujet d'après ça. Pardon, je brûle les étapes. Non, je te laisse finir ça et c'est ma question d'après, justement, sur ça. Donc on en était sur les multiples dépenses, mais à quel moment toi t'en gagnes, du coup, dans ta config? Alors généralement, c'est milieu du mois, fin du mois que ça tombe. Okay. Par rapport à TuneCore récupère l'argent. Ouais, SACEM ouais, non, pas SACEM. Rien à voir. TuneCore n'a rien à voir avec la SACEM. Ok. La SACEM te verse 2 fois dans l'année. Ok. Milieu d'année, je crois, c'est juin et décembre, tu vois. Okay. Mais encore une fois, si les gens te déclarent, si, tu vois. Donc il faut avoir un vrai follow-up là-dessus. Il faut vraiment que quand tu l'envoies à des radios, que ton attaché de presse passe aussi tes identifiants SACEM, qu'on a un retour. Ah, ça, c'est des trucs que j'ai appris parce que c'est des trucs qu'on n'a pas fait et il y a plein d'argent qui s'envole entre les doigts, tu vois. Ouais, je vois. Donc tu apprends de tes erreurs aussi. Tu dis en fait, non, SACEM, j'ai pas le quémandé, tu me le dois, tu le passes. Je veux un planning de diffusion, je veux savoir quand mon son passe pour pouvoir après savoir si tu me déclares. Ouais, non. Le niveau d'organisation, quoi. C'est l'enfer. Techniquement, c'est l'attaché de presse qui doit faire ça. Mais bon, tu connais. Il y en a qui bossent, mais qui ne savent pas bosser. Malheureusement. Ouais. Et toi, tu ne connais pas, tu ne connais rien, tu viens de commencer, tu fais pas attention. Tu rencontres les mêmes problématiques qu'avec une équipe dans un business. Tu travailles avec des humains, donc il y a des failles d'humains, quoi. Exactement. Classique. Mais ouais, tous les mois, tu as accès à ton relevé de compte, si je peux dire, et tu as YouTube anglais, YouTube français, YouTube italien, YouTube truc, des fois il y a des zéros, hein, mais il te donne tous les pays qui ont YouTube, si les gens t'ont écouté, évidemment selon le pays, ça ne rémunère pas de la même manière, et les streams pareil, ils te font la même chose sur Spotify, sur iTunes, sur, je sais pas moi, Audiomack, j'en sais, tout quoi. Ouais, ils te prennent tous les streams que tu as récupérés sur toutes les plateformes, et voilà. Et très rémunéré en fonction. Et voilà. Ok. Donc du coup, ce qui nous amène à la dernière question. Maintenant, avec ton recul, ton expérience, c'est quoi le modèle? Alors, je sais pas trop où on va avec cette question, mais on y va, on s'en fout. Si tu devais, s'il y a un mec qui vient te voir et qui te dit, écoute, moi je veux le chemin le plus rapide pour vivre de la musique. Maintenant que tu as le recul, c'est-à-dire que le gars te dit, moi j'ai pas de style. Je vais faire le style qui paye. Donc on est aujourd'hui, on donne pas de date, c'est volontaire. Qu'est-ce que tu conseillerais à un mec qui veut aller le plus vite possible vers la rentabilité? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, qu'est-ce qu'il fait comme style? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le plan? Sachant que les styles évoluent. Ouais. Et que ça change, qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est des vagues. Mais disons que c'est maintenant. Maintenant, fais du Tiakola. Ah ouais? Ah, mais c'est ça qui marche. Fais du Tiakola, fais du Joey Doit Filet, fais du RSKO, fais du. Ça dépend où tu es situé. Si tu es en France, ouais, poteau. Donc c'est du rap un peu mélo, quoi. Ouais, fais ce qu'ils appellent de l'urban pop, fais ça. Fais ça, frère. Fais des trucs un peu mélodieux, etc. Tu seras pas unique. Il y en a plein qui le font. Ouais. Tu veux que ça fonctionne? En vérité, il va falloir que tu sois très, très original pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a tellement de monde sur le marché et les gens sont déjà comblés. Tu vois, leurs attentes, leurs envies sont déjà comblées avec ce qu'il y a. Il faudrait vraiment que tu arrives avec un truc de ouf pour qu'ils se disent je vais arrêter Tiakola, je vais aller écouter le petit nouveau. Tu vois. Donc, pour se démarquer, il faut y aller. Mais si c'est vraiment ce que tu veux faire, vas-y, fais ça. Après. Et l'étape d'après, du coup, comment tu vas chercher ta REM en suivant le modèle que tu as indiqué? Gars, c'est tout le temps sur les réseaux. Hein. Ah ouais. C'est vrai que tu peux péter quand même d'un jour à l'autre avec TikTok ou autre. Okay. Tu veux péter à l'heure actuelle, poto, fais v'là les chorégraphies sur TikTok, essaye de jouer avec les c'est ça que je cherche. C'est quoi le meilleur modèle, tu vois? Si tu devais genre dresser un petit humain, il sait que faire ça. Il mange pas, et voilà, il s'auto-suffit. Par contre, il peut être n'importe quel artiste et il suit tes calls. Qu'est-ce que tu lui dis de faire? Moi, je dis passe ta vie sur TikTok. Il peut le faire ça. Il peut passer 24/24 sur TikTok. Tu prends toutes les trends qui passent par rapport à la musique. Okay. Que ce soit des ACAP, que ce soit des trucs acoustiques, guitare voix, même les chorés, c'est ce qui marche le mieux. T'as pas besoin de savoir chanter pour pouvoir danser ou une petite choré TikTok. Tu prends ça là, tu l'appliques.
à tes sons. Tu fais tous les sons qui marchent, tu prends le top 10 des artistes en France, francophones qui marchent. Okay. Hop, tu vas prendre les meilleurs sons qui ont pété dans leur discographie, tu fais la même. Tu prends les mêmes accords, des accords un peu joyeux là, tu prends les mêmes accords, la même suite d'accords. Boum, tu parles un peu de la cité, un peu d'une meuf qui t'a brisé le cœur, etc. Une histoire dans laquelle tout le monde va se reconnaître. Oui, un truc bateau. Du classique. Tu vas à Châtelet, tu prends des lunettes de soleil, tu te sapes chez Zara, tu fais une petite vidéo tranquille au téléphone, tu prends même pas la tête avec la caméra. J'ai tourné mon clip On Me au téléphone. Personne l'a remarqué. Tu peux un bon téléphone, ils en font assez. Il y en a des bons. C'est correct maintenant. Boum, tu fais ça là. Tu fais une petite chorégraphie, tu prends 2-3 potes, tu fais une chorégraphie sur TikTok, virulent, tout le monde poste, tout le monde reposte. Donc toi, ta méta là, ce serait d'attaquer par TikTok. C'est triste, hein, mais c'est vrai. C'est la réalité de maintenant, en tout cas, pour l'instant. C'est pour ça que je dis c'est triste, mais c'est la réalité. Si tu arrives à toucher les plus jeunes qui font des chorés, ça va tout seul. Tu portes une choré, il y en a un qui le fait, hop, sa poteau, elle veut le faire aussi. Tout le collège, ils veulent tous le faire parce que c'est tendance, ça va vite. Le son, peut-être qu'il est pas ouf, mais comme la choré, elle est marrante et que c'est marrant à faire, vas-y, le son, il est bon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant parce que tu sais, c'est le même problème, entre guillemets. Je vais essayer de formuler ça va pas être évident. C'est plutôt complexe à mettre en place, mais là, la manière dont tu le définis, on a vraiment l'impression qu'en termes de peu importe en fait la qualité, du moment que ça marche, entre guillemets. À l'heure actuelle, tu vois, alors je vais pas faire une généralité, hein, mais à l'heure actuelle, il y a très très peu de personnes qui apportent de l'importance aux paroles. Ouais. Ce que les gens cherchent, ce que les labels cherchent, c'est les sons catchy. Il faut que ça reste dans ta tête. Même si le truc catchy, ça va être en la. C'est ok. Tu vois ? Ouais, la dernière fois, j'ai écouté un son qui parle de la mayonnaise, je mets de la mayonnaise. Je sais pas si t'as entendu ce son-là. Non. De mayonnaise. Mais c'est catchy. C'est catchy, ça reste dans la tête. Tu le chantes. Toi, ouais, je valide. Nananana. C'est fini, c'est parti. C'est catchy, c'est bien. Le gars, il avait pas de parole. Hein. Ils sont en train de. Pour avoir été dans des sessions, des fois, tu te grattes la tête, tu sais pas quoi dire. Tu dis, les gars, bougez pas. Nananana. Oh, on le met 4 fois ? On le met 4 fois. Allez, en avance. Mais j'ai pas de parole, on met 4 fois, les gens vont le chanter. Et ça marche. Si je pars sur ce sujet-là, on va pouvoir faire un podcast de 7 heures. C'est pas le projet, mais tu vois, cette baisse de qualité, on la voit dans la musique, mais on la voit aussi dans la vie de manière globale, dans les contenus, où vraiment peu importe en fait finalement ce que tu fais, du moment qu'il y a des vues, que ça intéresse, ça va. On se contente du peu. C'est triste quand même. Hein. C'est en fait divertissant. Ouais, voilà, divertissant. Il faut que ce soit divertissant. Tu vas sur YouTube maintenant, tu vois des trucs. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois, un sous-marin sur Temu. On s'en fout, frère. Mais parce que le gars il va dire, oh putain, la miniature elle est un peu mignonne, il y a des couleurs, tu vois, c'est un peu scénarisé. Un sous-marin. Je vois qui tu parles. Hein. Ok, tu parles d'Amixem. Toi ? Mais c'est passé, j'ai même pas vu. Qui sera notre prochain invité, Amixem. On t'embrasse. Plaisir, Amixem. Bisous. Pas du tout. Et peut-être un jour, on sait jamais. Ça va tellement vite. On n'est jamais qu'une personne de la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on s'en fiche, il y en a plein. Je teste des objets de Temu ou est-ce que c'est véridique ce que vous voyez sur TikTok ? Je teste divertissant. Ouais, c'est divertissant. Les gars, ils veulent pas. La vie est tellement dure et c'est tellement triste en ce moment qu'ils veulent. Je sais pas si c'est la vie, si c'est parce que la vie est dure. Hein, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Je peux comprendre. Il y en a qui disent, hey, poto, la vie est déjà assez dure pour moi. Et quand je rentre, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de regarder des trucs un peu comiques qui me détendent, etc. C'est peut-être la même chose pour la musique. La musique de base, tu vois, ça a adouci les mœurs. De base, la musique, c'est pour. Ça véhicule des émotions, tu vois. Peut-être que le gars, il a pas envie de. Tu vois, d'écouter. D'un truc qui rentre dans la conscience, qui parle de vrais problèmes, qui dénonce. Peut-être que le gars il a juste envie de danser sur nanananan. Ah, c'est très possible. C'est très très possible. Donc, mais bon, c'est la réalité du truc, quoi. La qualité c'est complicado. Hein. C'est pas recherché, quoi. J'en démords pas. Moi, je continue. Je raconte des histoires. Je continue dans mes textes. J'essaye de pas aller dans des facilités. Lyrical, tu vois, j'essaye vraiment d'apporter de la qualité en termes de lyrics, de raconter des histoires, d'apporter de la mélo, de faire ce que j'aime, tu vois. Tu préfères garder cette authenticité et pas te jeter dans le contenu entre guillemets facile ou en tout cas dans ce qui marche, ça t'intéresse pas. C'est-à-dire que demain, pivoter sur un style qui fonctionne, tu le ferais ? En fait, ça commence à m'arriver. Ça commence à m'arriver parce que maintenant, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans l'équipe qui font qu'on est dans une démarche où il va falloir générer des sous, et si générer des sous, c'est triste, hein, mais si générer des sous, c'est faire un peu ce qui marche, même si c'est pas un EP, mais 1 ou 2 sons de temps en temps pour faire rentrer des sous qui ont pour but de faire rentrer des sous, et tous les artistes des sons techniques, quoi. Tous les artistes l'ont fait. Tous les artistes l'ont fait. Là, c'est vraiment des sons méthodiques. Oui, c'est une recette. Tu sais,
Encore une fois, j'aime pas dénoncer, enfin, prendre des exemples, parce qu'on a l'impression que je suis c'est pas interdit. Hein. Tu prends Gradure. Gradure, il est arrivé, il était très Gradure. Pourtant, Des Gradure, il a déjà fait des sons un peu. Voilà. Il a déjà fait des sons un peu Zumba, un peu. Tu vois, pourquoi il fait ça? Attendez. Parce que ça se vend beaucoup mieux que les pompes et traction. Et il faut faire rentrer les sous. À un moment donné, si, c'est cool. Bah, c'est la même chose pour moi. C'est cool ce que je fais. Je partage mon art, ma musicalité, mon truc, mon univers. Si je vois, ça va pas plus loin, ça marche pas pour X ou Y raison. Mais qu'à côté, ça marche. À un moment donné, tu vois, ça sort, faut bien faire rentrer. Ne serait-ce que mentalement, c'est dur de voir que tu mets autant et qu'il n'y a rien qui rentre. Alors que tu l'as bien fait, tu l'as fait avec le cœur, c'est pas plus nul qu'autre chose. Tu vois, il y a même des trucs plus nuls que le tien qui tournent, qui font des sous. À un moment donné, tu te dis, bon, bah, ouais. Tu n'irais pas travestir tout ton style? Non, jamais. Mais de temps en temps? De temps en temps, je pense qu'il est important de... Après, il y a plusieurs stratégies. Hein. Des fois, tu peux arrêter ton style, te travestir, monter. Ouais. Et puis, une fois que tu es au sommet et que tu as l'attention de tout le monde, tu reviens à ton propre style. Tu sais que ça aussi, c'est une méthode. Ouais. Je l'ai vu sur des youtubeurs, je l'ai vu sur des mecs du business, etc. C'est une méthode. Tu dis, c'est une méthode. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire, mais vas-y, je sais que là, ça va pas marcher et je vais pas attirer l'attention de tout le monde. Je vais faire ce que tout le monde fait. C'est aussi un skill. Hein. Je vais monter. Une fois que j'ai l'attention de tout le monde et que peu importe ce que je lâche, on va me regarder, on va me kiffer parce qu'ils ont kiffé le perso. Plutôt là, je rentre dans du personnage, là, j'ai des trucs un peu plus, tu vois. Et les gens, ils seront surpris, mais ils ont tellement apprécié le personnage qu'ils vont pas partir. Et puis, t'as déjà l'audience. Et ça. Mais tu risques sûrement de te mettre dans une case qu'on voudra pas, toi, qu'on voudra pas te retirer. Que toi, tu voudras pas, ouais. Ouais. Non, tu l'auras choisi ta case. Mais au moment où tu voudras sortir, on te dira, ah, poto, reste dans ta case. Tu vois. Ah, c'est possible. C'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. Mais ça se voit, ouais. Ou sinon, tu restes dans ton truc en espérant que ça prenne, ou qu'on le comprenne, ou tu fais un moitié-moitié. Tu vois, il y en a plein, j'ai pas encore la réponse à ça. On en reparlera dans quelques années. Moi, je suis curieux de voir comment tu vas faire. Ouais. Moi aussi. Je sais pas si je pense pas que ce soit une mauvaise méthode, mais c'est vrai que bon, suivre le courant, c'est pas non plus une mauvaise chose, parce que ça existe. C'est pas une mauvaise méthode, mais moi, et ça n'engage qu'à moi, je trouve que ça fait très mouton, ça fait très manque de personnalité. Ouais. Ça fait très en mode j'oublie qui je suis pour pouvoir plaire à d'autres personnes. Alors que comme on l'a dit de base, c'est un art, c'est-à-dire ça devrait me plaire à moi. C'est-à-dire que je devrais faire ce que moi je kiffe et partager ce que je kiffe aux autres pour leur faire comprendre voilà pourquoi je kiffe faire ça et voilà qui je suis. Je vois très bien. Que t'adhères, que t'adhères pas, je m'en fous, c'est qui je suis. Après, si tu veux en vivre et générer de l'argent, bah, malheureusement, tu peux pas t'en foutre parce que c'est l'audience. Ah, il faut le prendre en compte, ouais. Tu vois. Et c'est ça le but du jeu dans la musique. Au final, on se bat, nous, artistes, pour juste avoir l'attention des gens. Ouais, mais c'est ça. Continuellement. L'attention, tout ce qu'on veut, c'est l'attention des gens. Et une fois que tu l'as, ça génère des streams, ça génère des vues, qui génèrent de l'argent. Toi, ça se déplace en concert parce que c'est ça qui paye le plus. On n'en a pas parlé, mais c'est ça qui paye le plus. Ouais, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. Je t'ai pas posé la question. C'est pas les streams, c'est pas les vues YouTube qui rapportent le plus. Ce qui rapporte le plus, c'est les concerts. C'est les concerts ou c'est les passages en télé ou c'est quand tu passes par l'édition et places ça dans des films, au cinéma. C'est ça qui rapporte des sous. Ou les showcases. Ouais. Pourquoi pas son âme, mais pourquoi Johnny, des fois il disparaissait pendant combien d'années et puis t'entends oui, grosse tournée de je sais pas quoi, de Johnny revient. Il remplit les comptes. Exact. C'est vrai que c'est pas mal. Par contre, on terminera avec ça, mais j'ai toujours entendu que ça soit pour de l'humour, c'est des humoristes ou pour des artistes. Quand tu fais par exemple une tournée des Zéniths ou truc comme ça, tu dois avancer la thune. Donc d'abord ça fait un gros trou, puis après, ça j'en sais rien. Éventuellement, ça il y a plein d'artistes qui témoignent sur ça. Tu vois. Moi j'ai quelques potes qui sont artistes, par exemple des gens qui sont des humoristes connus, pareil, qui ont fait des tournées de Zénith ou autres, et ils ont le même constat quoi. C'est-à-dire que si tu veux faire 10 Zéniths en France, faut déjà avoir la trésor ou derrière la prod qui peut te suivre sur ça, parce qu'il faut avancer la thune, et puis après. Tu vends tes places, let's go. Hein. Ça aussi, c'est un vrai délire. Hein. Je suis pas assez avancé, je sais pas. Là, tu m'apprends. C'est pas encore, ouais. Bah écoute, je te le souhaite en tout cas de pouvoir réserver des Zéniths. Je me le souhaite aussi. Et d'avoir ce suspense de peut-être. De te raconter en mode ouais, ils m'ont saigné, frère. Ah, j'adorerais. Ils m'ont saigné de ouf. Ça me ferait très plaisir. Bon, bah écoute, là, on s'est fait plus d'une heure d'échange. Ça s'est bien passé, c'était sympa comme tout. C'était cool. Bah dis-nous où on peut te retrouver. Oui, je te laisse quelques minutes si tu veux. Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram,
NECJ. C'est quoi Instagram, du coup? Tu peux nous expliquer un peu? Alors Instagram, c'est une plateforme social network, pour ceux qui parlent un peu anglais. Social network. Social network. Genre de réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, où on partage des vidéos, des photos, un peu mon lifestyle. Je suis un petit peu chiant comme personne, donc les gens m'aiment bien. Ok. Et vous pouvez me trouver donc NECJ 972. Donc c'est NEG.J972, parce que je suis de la Martinique. J'ai flippé, je crois que t'allais te tromper dans ton propre truc. J'y ai pensé, t'as vu que j'ai réfléchi un petit peu. Peur. Ouais, non, c'est ça. NEG.J972, sous le même nom, hein, NECJ, NEG.J. NEG.J, hein. .J. Ok, comme ça on se trompe pas. On te retrouve 972. Le J et le 972 sont collés. Et sur YouTube, vous avez tous mes clips, etc. Tout mon contenu vidéo. NECJ Music, si je dis pas de bêtises. Normalement, ça devrait être bon. Bon, allez faire un petit tour, ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir, toujours. Bon, moi je pense que vous savez maintenant où me retrouver, hein, comme d'habitude. Salarié provisoire, tu connais, merci classique. Beaucoup. Comme d'habitude, Spotify, tu lâches tes petites étoiles si tu as passé un bon moment. Dans la description, toujours la possibilité de me poser ta question si tu as des questions sur le business ou autre, ou si même tu as des idées de podcast, ou même maintenant, depuis pas longtemps, si tu as des idées d'invités, tu vois, si tu as des gens que tu veux voir assis sur cette chaise, balance-moi les names, que je les invite, et tu peux même inviter des gens que correspondent à des thématiques que j'aime pas trop, parce que ça me ferait plaisir de les clasher en live. Comme il y a plein de trucs que j'aime pas, gars, hein. Tu vois, genre, moi j'aimerais bien. Maître Kebabier. Mais non, un youtubeur full divertissement, tu vois, un truc comme ça. Enfin bref, il y a tellement de trucs. Ouh, tu devrais recevoir. Ouais, je sais pas. Alors, mais je pensais que tu voulais changer. Il est même plus actif, gars. Riku, il est même plus là. Un petit message, tu vas voir comment il va être actif. Tu penses? Ouais, oui, je pense. Ouais, il est même plus. Pour dire quoi? Ouais, ce que tu faisais il y a 10 ans, c'était nul. Ça me manque un peu c'est pas très intéressant, tu vois. De profondeur de ta parole. Ah oui, c'est petit, tu vois. C'était il y a 7 ans. Vidéo 715 000 vues. Il y a 7 ans, avez-vous déjà trompé? Par pitié, qu'est-ce que je lui dise? Non, mais enfin, c'était il y a longtemps en plus. Moi, je veux un mec, tu vois, qui. Je veux un sujet récent. Oui, mais la question est véridique. Est-ce que tu as déjà trompé? Le gars a le droit de savoir, j'ai envie de te dire. Ouais, non, moi, c'est pas possible. Tu vois, même là, limite, je saurais pas trop quoi lui dire. Non, mais il y a plein d'autres sujets. J'en parle. Ici, les rois de la folie. Les deux crazy. J'en parle beaucoup dans mes podcasts. Il y a plein de sujets, des gens sur lesquels je tape, les gens du MLM, tu vois, marketing du réseau. Ça, j'ai fait tellement de vannes dessus. Il y en a plein. T'es chiant. Qui accepterait de venir? Mais il faut venir discuter. C'est ça qui est intéressant. Sinon, moi, je vais se faire vanner gratuitement. Mais sinon, moi, je vais continuer à vous découper en podcast directement. Ça me dérange pas. Et j'ai fait un podcast sur un mec qui a tenté de me scammer aussi. Plein de trucs comme ça. Je les dégomme en place publique. C'est génial. Si je pouvais l'avoir là, ça serait incroyable. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais jamais il viendra. Mais un jour peut-être. J'y crois. Bref, donc, vous avez toutes les infos en description comme d'habitude. Merci en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Je te dis encore merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Hein. Je t'en prie. C'était sympathique. Merci à tout le monde. Bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où tu vas regarder sur cet épisode. Plus. Bye.